Madame, Monsieur, bonsoir. Qui gère le secteur du transport en commun ici à Kinshasa? En tout cas, ce lundi, les Kinois ne se sont pas bien réveillés. Ils ont trouvé tous les arrêts de bus qui étaient quasi vides parce que les transporteurs étaient en grève. Ils sont contre cette nouvelle grille tarifaire sortie par l'hôtel des villes de Kinshasa. Comment jugez-vous cette grève des transporteurs en commun? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir sur la gouvernance publique du président de la République une année après son investiture pour un second mandat. On va parler de cette polémique liée aux invitations aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Congolais vont tirer comme profit dans cette situation? Et enfin, ce remariage, Kabila Katumbi qui se remarie pour un nouveau front contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Notre invité, il n'est plus à présenter. Monsieur Merlin Vouvou, il est coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Avec votre autorisation, je peux évoquer les Kamoukébaï. Ça commence à faire mal. Un Congolais arrêté pour une infraction et pour peine une année maximale, mais ça fait 20 mois. Ça fait 20 mois, mon Kébaï n'est pas jugé. Il est au-delà de la peine prévue par la loi. On ne sait plus qu'est-ce que mon Kébaï a fait et pourquoi on continue de les garder en prison. Est-ce qu'ils sont des régimes déterminés d'en finir avec mon Kébaï? Est-ce que le régime est décidé de réduire mon Kébaï en silence? On ne comprend plus rien. Pourquoi vous parlez du régime? Est-ce que Moukeba a un problème? Non, moi je me réfère à Jean-Jacques Kapiamba. Parce que Jean-Jacques Kapiamba a eu à dire à Moukeba plus de 5 fois, attention, le cercle est restreint. Ici, je rapporte de mémoire de Georges Kapiamba. Le cercle est restreint. Kassaïens du président sont décidés de vous arrêter parce que vous avez décidé de... C'est Kassaïen. Oui, oui. Parce que vous avez ajouté Kassaïen. Moi, j'ai dit ce que Georges Kapiamba disait à Moukeba. C'était inconcevable pour le cercle restreint Kassaïen de Tshisekedi qu'un autre Kassaïen 100% puisse s'opposer au régime de notre Kassaïen. Ça, ce sont les paroles de Georges Kapiamba. Et surtout que Moukeba, aux dernières minutes avant son arrestation, avait développé une ligne de communication anti-Luba. Et c'est ce qui faisait mal. Maintenant, je pose la question au président de la République, si réellement le président n'est pas dans le séparatisme linguistique, qui sont censés communiquer anti-Luba. Qui sont censés à partant de ce que Georges Kapiamba disait à Moukeba, et témoin le France Kouzeki ça. Qui sont censés communiquer ou parler anti-Luba. Louis-France Kouzeki-ça était là. Il avait aussi en parlé à... Alors, vous en parlez, vous en avez des preuves. On vous l'a rapporté. Je vous dis des choses telles qu'elles sont. Pendant que Moukeba est emprisonné, les avocats de Moukeba sont allés voir Paul Samp. Molopoué, moi j'ai beaucoup d'estime pour son combat. Aujourd'hui à la tête du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Il a dit à Moukeba de faire une vidéo présentant ses esquisses au président. Moukeba est vivant, Paul Samp est vivant. Ça veut dire ici, on commence à arrêter les citoyens par humain. Tantôt si... Donc vous êtes inquiet du fait qu'il a fait beaucoup de jours en prison, sans 20 mois. Ils ont dit que Moukeba a commis 3 infractions. Diffamation, incitation à la haine tribale, un faux bruit. Ça fait, chacune de ces infractions a une année de peine maximale. Alors, une année maximale, une année à 12 mois, comment Moukeba a fait un mois? Alors, on va revenir à nos sujets du jour. Et nous parlons du transport en commun à Kinshasa. Ce lundi, vous vous êtes réveillé un peu dans cette situation qui a été annoncée la semaine dernière. Pas des transporteurs dans les arrêts de bus. Comment vous avez vécu cette journée, cette matinée? Déjà, c'est très catastrophique dans la ville de Kinshasa, surtout que nous faisons les sens uniques chaque jour. Nous quittons la cité pour la commune de la Gombe. Le soir, nous faisons le même chemin mais dans le sens inverse. Mais ce secteur est géré avec légèreté. C'est un secteur transversal qui touche à l'économie, aux travaux publics et au travail. Donc le ministère du Travail est inclus, le ministère du Transport et celui des Travaux publics. Mais qui gère maintenant réellement ces secteurs? C'est M. Jean-Pierre Bemba.
C'est Jean-Pierre Bemba qui gère les secteurs. Qui gère les secteurs des transports, mais bien sûr, en discutant avec d'autres secteurs, des chefs des autres secteurs qui entrent en jeu. Mais aussi, dans le cadre provincial, le gouverneur de la ville et le ministre provincial au transport. Les transports ici au Congo, il n'existait plus d'entreprise publique de transport en commun. Sinon, l'État allait trouver une solution rapide en mettant en circulation plusieurs bus Transco. Nous avons tous remarqué, c'était un vide total. C'était un vide total. Ça signifie tout simplement que la société Transco n'existe plus. Elle n'existe que donc Transco n'a pas su absorber toutes les masses qui se retrouvent dans les arrêts de bus. Mais ici, nous avons circulé, il n'y a aucun bus Transco. Ce n'est pas qu'il y avait des bus mais avec insuffisance. Mais ici, il n'y a eu aucun bus Transco. Au jour d'aujourd'hui, on doit interpeller le comité de gestion et le ministre. Il y a les transports en commun, les transports en général dans ses attributions. Qu'est-ce que devenait la société Transco? On devait avoir des bus. Là, nous aurions dit dire, il y a quand même la société vit, mais avec insuffisance de bus. Mais on n'a vu aucun bus. Ça signifie que l'entreprise n'existe que de nom. Le transport maintenant en commun qui est géré par le privé. On ne peut pas décider sur le privé comme si vous étiez en train de décider d'une entreprise créée par vous. Oui, mais les privés n'évoluent pas non plus dans une jungle. Justement. Dans une société organisée. Mais conformément au texte réglementaire de notre pays, la loi est claire, il faut un cadre de concertation. Parce que ces gens sont des commerçants, mais dans le secteur des transports, ils payent les taxes, les patentes, les travailleurs, et ils calculent aussi leurs bénéfices. Il fallait discuter. Mais ils ont discuté apparemment, ils ont trouvé un compromis avec une nouvelle grille tarifaire. En suivant ce qu'a dit Daniel Bumba, le gouverneur, il a dit que c'est un chemin de non-retour. Donc pendant les discussions, ils ne se sont pas mis d'accord et le gouverneur s'est imposé. Ça, c'est ce que les transporteurs rapportent. En suivant aussi le gouverneur. Parce que le gouverneur a dit que c'est un chemin de non-retour. Donc, ce qui signifie... Alors, vous croyez beaucoup plus aux transporteurs? Non, les transporteurs disent qu'ils ne vont plus répondre au travail sans que le gouverneur puisse réajuster le grille tarifaire. Le gouverneur a dit que c'est un chemin de non-retour. Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre l'État et ses partenaires. Alors, ils sont dans l'obligation. Parce que lorsqu'il y a l'absence des transporteurs, ceci aura des impacts graves sur l'économie de la République et de la ville. Il y aura aussi des impacts négatifs sur la vie des entreprises, le peu des entreprises que nous avons, parce que les gens... Par rapport à la productivité. Voilà. Donc, c'est un secteur sensible. Il faut se remettre vite autour d'une table et trouver une solution rapide. Vous proposez qu'on se remette autour d'une table pour trouver des solutions. Sinon, s'il n'y a pas de solution... Mais ils étaient autour de la table en question. Ils ne se sont pas mis d'accord. Mais pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord? Est-ce que vous ne pouvez pas analyser Moi, ce que je pense, soit les transporteurs ont voulu imposer au gouverneur, soit le gouverneur a voulu imposer, ils se sont séparés en quai de poisson, les transporteurs décident de ne plus mettre leurs véhicules en circulation, le gouverneur dit c'est un chemin de non-retour. Alors, puisque nous sommes avec vous sur ce plateau, quelles sont les revendications des transporteurs que vous jugez légitimes? Ce qui est légitime, d'abord, la tracasserie. La tracasserie. Nous sommes tous conscients que nos agents de circulation routière ne font pas leur travail. Ils ne régulent plus les routes, la circulation, pardon. Ils sont là que ils sont ils cherchent de l'argent. Ils cherchent l'argent. Je salue ici une dame policière qui est au croisement des avenues Willery Kabinda. Cette dame, là, tout le monde la connaît. Cette dame, vous n'allez jamais la voir en train de demander l'argent. Elle n'arrête pas, elle est pédagogique et elle régule la circulation. Pour les autres, non. Il y a aussi un papa au croisement des avenues Willery Itag. Mais pour le reste, vous voyez 14, 15 policiers dans un coin en train de tracasser le transporteur. Alors, un transporteur qui est obligé de dépenser 60 000 la journée, rien que pour donner au roulage, aux policiers. Après, il doit penser la traité de son véhicule. Le carburant à mettre,
le bénéfice qu'il doit générer. Alors finalement, la revendication des chauffeurs transporteurs, c'est la tracasserie ou la grille tracasserie, ça dit, ils pensent que s'ils appliquent ces grilles tarifaires publiées par le gouverneur, oui. Ils vont plus faire bénéfice, Ouais, ils seront perdants. Avec la tracasserie. Avec la tracasserie. Autre chose, il y a plusieurs tarifs ici à Kinshasa, plusieurs taxes inutiles. Le 1000 francs que l'hôtel de ville, le ministère des Transports, collecte chaque jour chez les transporteurs, ça sert à quoi? Qui gère cet argent? Les motocyclistes, chaque motocycliste est obligé de payer 500 francs. Pour un commerçant, tout est calculé. Tout est calculé. Alors, en réalité, moi, je propose au gouverneur, ces 500 francs, 1000 francs, on peut enlever. Qu'Ilimba Limba puisse encadrer ces policiers. Alors là, maintenant, nous allons dire aux chauffeurs, il y a baisse des prix des carburants à la pompe, il n'y a plus de tracasserie, vous ne payez plus ces 500 francs, ces 1000 francs, alors appliquons les tarifs. Mais vous connaissez au moins quand même le calvaire de la population dans ce secteur, la manière dont les transporteurs appliquent ce qu'on appelle le demi-terrain, avec des prix qui sont exorbitants. Vous payez avant de monter dans les taxibus, et quand vous payez, c'est un prix qui dépasse même celui fixé par l'hôtel de ville. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est faire mal à la population. Okay. Je ne peux jamais appuyer une telle activité. Mais la raison, elle est connue. Les raisons, surtout la raison principale pour eux, la tracasserie. Ils dépensent beaucoup pour la police. Okay. Ils dépensent beaucoup. Alors, ils n'ont pas d'autres ressources pour corrompre. C'est la corruption. En fait, c'est la corruption à ciel ouvert. Ils n'ont pas d'autres ressources que de trouver l'argent par les clients. Il faut augmenter le prix illégalement. Et quand le policier prenne ses 60 000, 50 000, est-ce que savez-vous que le motard verse l'argent le soir chez leur commandant? Alors, s'il n'a pas, il ramène rien. Le soir, demain, il n'aura pas la moto. Alors, il est obligé d'arrêter pour arrêter. On institutionnalise ça. Voilà, c'est institutionnalisé. On n'est pas en train, mais c'est institutionnalisé. Le moto de l'état de la police, acheté pour sécuriser la population, ces motos font commerce. Donc, vous sortez, vous arrêtez. Vous arrêtez parce que si vous ne ramenez rien à ton chef, demain, vous n'aurez pas la moto. Alors, conséquence, les chauffeurs payent, les transporteurs payent le prix. Alors, les transporteurs vont trouver cet argent où? Alors, le gouverneur a réuni quand même le week-end les transporteurs. Au sortir de cela, il a fait une déclaration que si quelqu'un veut gréver, qu'il les fasse seul, mais qu'il n'influence pas les autres. Parce qu'il y a les autres qui veulent travailler. Non, c'est un secteur. Comment un transporteur seul peut décider seul de gréver? Ils vont gréver. Ça, c'est une mauvaise perception de la chose. Plutôt le gouverneur, s'il nous suit, doit ramener le partenaire autour d'une table. Et cette fois-ci, je souhaite qu'il puisse associer le commandant de la ville, le numéro 1 de la police, et le numéro 1 de la police de circulation routière. Pour mettre fin à cette affaire de tracasserie, comme ça les transporteurs n'auront pas de raison à avancer. Alors, si le gouverneur s'impose, il veut imposer sa volonté, et que le transporteur refuse aussi d'obtempérer à la décision du gouverneur, quel est le sort de la population? Alors, vous avez dit que c'est un secteur qui est transversal, économie, travaux publics. Et là, vous faites allusion aux routes? Aux routes aussi. Il y a les embouteillages. On n'a pas de route. Mais dans un pays où on a décaissé plus de 70 millions de dollars, 32 millions pour Kinshasa Zéro Trou, 38 millions pour le projet Tchilengelou, aucune route, pas de trous couverts. Un député prend le courage d'interpeller le ministre des ITP, le bureau de l'Assemblée nationale gèle la mention. Nous avons suivi même le professeur Jacques Njoli défendre carrément le ministre Guissao. Ça aussi, c'est un problème. Parce que lorsqu'un chauffeur quitte Kingasani avec des clients, il atterrit au centre-ville à 12 h, mais il a quitté Kingasani à 9h30. C'est un problème. Alors, est-ce que vous estimez que la gouvernance publique
de Félix Tshisekedi, une année après son investiture pour un second mandat, là nous parlons du second mandat, une année après, poserait problème? Pose déjà problème, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans voie de communication. Nous venons d'évoquer les cas des transporteurs dans les routes. On ne peut pas évoquer le développement sans voie de communication. Alors, le premier problème, on n'a pas de voie de communication. Comment nous pouvons parler de la bonne gouvernance? Parce que la bonne gouvernance est visible que lorsqu'il y a amélioration, donc le développement. Alors, le développement est conditionné par la voie de communication et l'énergie. On n'a ni énergie, ni voie de communication. Mais il y a quand même, est-ce que vous ne trouvez pas que la guerre est une circonstance un peu atténuante? Non, pendant les débats sur... au fait que tout l'argent part à... Pendant les débats sur le changement de la constitution, l'Union sacrée nous ont dit, clairement, nous ne sommes pas en guerre. Sinon, ils nous ont même demandé de brandir une ordonnance déclarant la guerre. Officiellement ou dans le débat? Justement, dans le débat, pas officiellement. Mais quand Kabouya l'a dit, Augustin Kabouya, le CG de l'UDPS, c'est quand même une personnalité. Oui, l'UDPS c'est un fait privé. L'UDPS, ce n'est pas une institution publique. Kabouya l'a dit étant que membre du présidium de l'Union sacrée. Quand le professeur... L'Union sacrée était aussi un fait privé, c'est ces faits privés qui gèrent la République. Quand le secrétaire général de l'Union sacrée, le professeur Mbata, un constitutionnaliste, nous brandit ça, c'est que nous parlons de voix officielle. Ils disent qu'on n'est pas en guerre. Qu'on leur brandisse l'ordonnance du président déclarant la guerre. Nous avons répondu qu'il y a des guerres de fait. On nous impose une guerre, nous constatons que nous sommes en guerre. Ils ont dit non, notre constitution dit que la guerre doit être déclarée. Mais c'est une guerre d'agression. Mais c'est une guerre d'abord. D'agression. Nous sommes agressés par un pays voisin. C'est une guerre. Vous allez nous dire que l'Ukraine n'est pas en guerre? Parce que la Russie agresse l'Ukraine. Donc le problème, c'est ce qui nous gère. Ils cherchent à se justifier dans tout et pour tout. Conséquence, ils se justifient. Mais dans les faits, vous voyez quand même qu'il y a de l'argent qui part. Mais justement, nous constatons que nous sommes en guerre. Ils nous amènent dans un débat de la révision constitutionnelle. Nous leur disons non, l'article 218 donne le droit, accepte quand même que la constitution soit révisée, mais l'article 219 dit, pendant l'état de guerre, on ne peut pas réviser ou toucher à la Constitution. Ce sont eux qui nous ont répondu que nous puissions leur brandir une ordonnance déclarant la guerre. Chose que nous avons trouvée très aberrante. Comment ceux qui nous dirigent pensent que nous ne sommes pas en guerre pendant que le pays est attaqué? Simplement pour des besoins politiques. Vous estimez que la révision ou le changement de la Constitution est un besoin politique? C'est un besoin politique. Parce que vous ne me direz pas que la Constitution empêche M. Tshisekedi de gérer la République. Lorsqu'ils ont déboursé 70 millions de dollars dans les deux projets de construction et de réhabilitation des routes à Kinshasa, Kinshasa Zéro Trou et Chilengelo, la Constitution actuelle, à ses articles 56-57, érige en infraction de haute trahison tout détournement si ce détournement est l'œuvre d'une personne revêtue d'autorité publique. Donc, un gestionnaire qui est arrêté pour haute trahison. Donc, vous voyez que la Constitution n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui posent problème. Ici, le président a inspecté l'état de route entourant le marché central de Kinshasa. Mais la route où le président avait atterri, l'avenue Bokassa, cette avenue est réhabilitée pendant 3 projets. 100 jours, Kinshasa Zéro Trou, Chilengelo. Ah bon? Oui. Dans un état sérieux, dans l'état actuel de cette avenue, que le président lui-même a visité, aujourd'hui, on allait parler des interpellations. Est-ce que ça c'est la faute du président de la République ou c'est la faute des exécutants? Le président plusieurs fois a demandé aux entreprises qui travaillent de pouvoir donner la meilleure qualité. Maintenant, le président a vu. Bravo. Le président a vu de ce propre exécutif. Ici, il ne s'agit pas des rapports des conseils. Le président a vu. C'est quoi la sanction? Parce que maintenant, il a vu. Sinon, on aurait dit, on fait de faux rapports au président. Mais là, le président lui-même a inspecté, a vu. Il n'a qu'à comparer ce qu'il a vu de ses propres yeux avec le multiple rapport qu'il a sur sa table et décider. Parce que ce qui détruit aussi le Congo, c'est la capacité de sanction. La capacité de sanction. On ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Ceux qui commettent des erreurs, des fautes,
On ne sanctionne pas, on est complaisant. Ah, Et on est complaisant. lorsqu'on est complaisant, l'impunité prend place à l'absence de sanctions. Il faut sanctionner. Si vous sanctionnez sévèrement, c'est là que la constitution, notre constitution est bonne. Les constituants originels, ceux qui ont rédigé la constitution, ils savaient que les politiques congolais ont une mauvaise foi. Ils avaient déjà érigé à notre trahison tout détournement si le détournement est l'émanation ou œuvre d'une personne revêtue d'autorité publique. Mais nous n'appliquons pas. En parlant justement de la sanction, mais peut-être dans la vision du président de la République, il ne veut pas sanctionner tout le monde. Il faut qu'on établisse la responsabilité de l'un ou de l'autre, qu'on prouve qu'effectivement la personne non, ce n'est pas par rapport. Parce que, rappelez-vous, avec les feuilletons, Nicolas Kazadi, avec l'affaire Lampadaire et Forage, le président a dit qu'on a quand même livré quelqu'un dans les réseaux sociaux. On l'a condamné déjà sans arriver à en prouver. Monsieur Ambraz, le président, la loi ne dépend pas de la vision du président. La loi, c'est le maître suprême. Dans un état de droit, ni le président est au-dessus de la loi. Un état, c'est un état où la loi est le maître. La dictature de la loi prime. Je parle bien de la dictature de la loi. Ouais. Donc on ne peut pas nous faire comprendre que dans la vision du président, entre la vision du président et la Constitution et d'autres lois sectorielles. Non, quand vous demandez la sanction, vous faites allusion au président qui doit sanctionner. Quand je demande la sanction, d'abord le président peut sanctionner administrativement. En révoquant peut-être un membre de son cabinet ou un ministre. Révoquer sans arriver à prouver qu'il a... Mais d'abord, on peut sanctionner, on peut suspendre quelqu'un. Parce que le président a vie de ses propres yeux. En attendant les enquêtes, messieurs, vous êtes d'abord suspendu de vos fonctions. En attendant que les enquêtes se poursuivent. De l'autre côté, les procureurs sont là à la recherche des infractions. Ça, ce sont des infractions. Comment on peut décaisser 32 millions, 38 millions si les routes ne sont pas construites et la personne qui gérait ces secteurs, qui gérait l'argent circule en étant sécurisée. Mais aussi le cas de Nicolas Kazadi, le président s'était trompé. Si Nicolas Kazadi n'avait pas touché à l'argent, mais Nicolas Kazadi est co-auteur ou co-accusé dans cette affaire devait être jugée, Nicolas Kazadi devait être jugé pour participation criminelle. Je prends la loi sur la passation de marché public, article 44-45. Il n'y a que 3 types de marchés qui peuvent bénéficier des décaissements en procédure d'urgence. Sauf exception. Lesquels? J'arrive. D'ailleurs, ces marchés sont qualifiés de marchés spéciaux par la loi. Il y a le matériel lié à la défense nationale. Il y a le matériel lié à la sécurité nationale et aux intérêts stratégiques de l'État. Soyons sérieux. Est-ce que Lampadaire Forage en font partie? L'exception maintenant, c'est quoi? L'exception, c'est lorsqu'il y a par exemple une forte pluie et que la route nationale numéro 1 s'est coupée. Or, c'est une route très importante en termes d'approvisionnement. Là, on décaisse en procédure d'urgence. Est-ce qu'on était dans les cas de figure, dans ces cas de figure, dans l'affaire Lampadaire Forage? La loi de passation marché public, ce n'est pas sous la table du ministre des Finances? Comment un ministre des Finances qui a la loi sur sa table pouvait faire des décaissements comme ça? Donc, la gouvernance pose problème. Pose problème. Bon, on n'a qu'une année. Je suis d'accord. Je ne suis pas là que pour faire des critiques. Je suis d'accord avec le ministre Doudou Famba. Aujourd'hui, dans 6 mois... L'actuel ministre des Finances. Oui, dans 6 mois, 6 rétrocessions aux provinces. Et tant que Congolais, j'ai dit bravo. Il y rétrocède. 6 rétrocessions. Je vois, il a ramené le militaire et le fonctionnaire dans le programme de Matata Ponyo à l'époque. Déjà aujourd'hui, les militaires ont commencé à être payés, on touche à leur salaire. Donc jusqu'au 28, les fonctionnaires, tous les fonctionnaires seront payés. Donc c'est une bonne chose. La rétablissement. Mais tout ça, on dit, c'est sous l'impulsion du président. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Si les choses marchent bien, nous serons obligés de dire ça va. Nous devons encourager les esprits, les courageux qui tentent quand même de faire quelque chose. Sinon, nous allons être dans l'éternel débat inutile. C'est vrai.
Donc, nous, moins, nous devons critiquer, mais si ça va, nous devons avoir le courage de saluer, de dire ça va. La chaîne des dépenses qui n'existait plus avant Doudou Famba, aujourd'hui la chaîne des dépenses a repris vie. Okay. Le ministère du budget, vous pouvez interroger le ministre Aimé Boji. Ces ministres n'existaient plus que des noms. Parce que tous les décaissements en procédure d'urgence, le ministre du budget régularisé. Ça veut dire déjà il y a eu décaissement. Le ministre des Finances a fait ses décaissements en urgence. Et puis il demande à son collègue de régulariser. Sans connaître la ligne budgétaire. Aujourd'hui, on commence par le ministère du budget. Le ministère du budget. La liquidation. Donc moi je crois, c'est cet élan. Si maintenant Tshisekedi arrive à asseoir la vision ou la technicité qu'apporte Doudou Famba, nous serons tous heureux parce qu'il s'agit après tout de la République. Mais là où je ne suis pas d'accord dans la gouvernance, surtout dans le secteur de justice. La justice. Nous avons un ministre populiste inutilement. Au risque de dire qu'il n'y a aucune différence entre Trio d'Assoufa et ce que fait Moutamba. Il est populiste. Très populiste. Exemple, il a demandé aux jeunes qualifiés de Koulouna ici de faire leur dernière prière, en disant d'ailleurs à l'un d'eux, alors le président dit personne n'est exécuté au corps diplomatique. Et le Congo agit en respectant les droits fondamentaux de tout citoyen. Alors la question maintenant, lui qui avait dit à ses enfants qu'ils ne vont plus vivre. Mais ce n'est pas à lui d'exécuter quand même. Mais justement, c'est ça le populisme. À vouloir se montrer comme homme solution, mais là, le président a dit qu'il n'y a aucune exécution. Il a maintenant Moutamba doit, est-ce que Moutamba serait capable de nous montrer ces enfants-là, où ils sont? Déjà, ces jeunes sont transférés à l'intérieur en violation des procédures. Lorsque vous êtes condamné au premier degré, vous pouvez aller interjeter appel, aller même au niveau de cassation. Ce n'est pas la procédure n'est pas finie, vous transférez les enfants, les gens comme ça. Alors si une famille décide... Est-ce que ce n'est pas une posture communicationnelle adoptée pour créer la dissuasion? Le danger c'est quoi? Ça, l'État ne peut pas agir comme ça. L'État agit, pas l'État, ceux qui agissent au nom de l'État doit corroborer avec l'esprit de l'État dans la loi. Si l'autorité marche sur la loi, que restera-t-il encore de la République? Parce que la loi, c'est le maître suprême. Nous sommes sous la dictature de la loi. Par exemple, lorsque Moutamba dit, prêtre, journaliste, politicien, c'est lui qui va communiquer. Peine de mort. Peine de mort. Moi, je risque de dire que Moutamba n'a pas fait le droit. Parce que parmi les grands principes de droit, il y a un principe qui dit, je ne vais pas le dire en latin, dit, pas de peine, pas d'infraction sans loi au préalable. Quelle est la loi? Pas de peine, pas d'infraction sans loi au préalable. Quelle est la loi qui interdit au Congo de parler de la situation de sécurité? Quelle est la loi qui érige cette question en infraction? À n'importe quelle infraction. Passible d'une peine de mort. Alors, il parlait de l'application, sans loi. Donc, Moutamba s'était transformé en législateur, dans le Parlement. Il s'est transformé à la Cour, il s'est substitué à la Cour constitutionnelle. Il a déjà jugé la constitutionnalité de cette loi. Il s'est permis même d'être le président de la République. Il a promulgué la loi parce que là, il parlait de l'application. Donc ça, ce n'est pas bien. Un homme d'État n'agit pas comme ça. On en arrive maintenant à la polémique liée aux invitations aux États-Unis d'Amérique. C'est ce 20 janvier 2025 que le président Donald Trump va être investi comme président des États-Unis d'Amérique. On a appris que Katumbi serait parti, Joseph Kabila serait invité, ainsi de suite. Comment est-ce que vous vivez cette polémique-là des invitations? C'est inutile. Le pays a plusieurs problèmes. On a plusieurs défis à relever. C'est un polémique. Moi, je ne comprends pas les politiques congolais. Les leaders congolais aiment vivre dans le périphérique pour moi. Est-ce que ce sont les leaders politiques qui ont ressassé ou ravivé ça ou c'est la population? Quand vous êtes acteur, ce sont les Congolais eux-mêmes qui...
Mais nous ne pouvons Chacun soutient son mentor, mais justement, son leader. Mais est-ce que c'est vraiment une question majeure au regard de la situation actuelle de notre pays? Kabila, c'est un acteur politique. Il a géré le Congo, c'est un paradis pour le monde entier. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Est-ce que ça peut surprendre un citoyen congolais d'attendre que Kabila est invité par l'administration américaine? Il a un carnet d'adresses. Il collabore avec plusieurs cabinets de lobby. Alors, en quoi ça résout notre problème de transport? Et Moïse Katumbi? Mais Moïse Katumbi, c'est un acteur politique. Katumbi, déjà, il a un grand carnet d'adresses. Vous le voyez avec le président de la FIFA. Plusieurs personnalités du monde. Donc, il peut jouer sa carte. Il assiste d'ailleurs. Comment est-ce que les Congolais peuvent débattre sur ça? Parce que notre solution ne viendra pas de là. Ah, mais les gens estiment que ce sont eux qui distribuent des cartes. Ah, donc nous sommes au estime. Nous sommes au 21e siècle, mais il y a encore des esprits colonisés. Ah, il y a des esprits colonisés qui entretiennent ce genre d'espoir de voir que un certain Joseph Kabila pourrait retourner au pouvoir envoyé par les États-Unis d'Amérique. Si Kabila veut revenir au pouvoir, ça doit être par la volonté des Congolais. Si Katumbi veut gérer le Congo, ça doit être par la volonté des Congo. Le mal du Congo, c'est que nous avons des dirigeants ici au Congo, mais leur cerveau habite ailleurs. Oui, mais on a dit dernièrement que quand Trump a été élu, Joseph Kabila est ami d'Elon Musk, le bras droit de Donald Trump, c'est lui qui place des dirigeants un peu partout. Jusqu'à un niveau... Vous créez peut-être l'insomnie de ceux qui sont au pouvoir. Où un ambassadeur s'était permis dans ce pays de prendre le président de la République, de l'amener jusqu'au cimetière de son père. Parce que nous pensons que ce sont des maîtres. Parce que nous pensons que sans eux, nous Congolais, Africains, nous ne pouvons pas vivre. Un ambassadeur a pris le président. Mais à Maïkamers. Parce que nous sommes assujettis volontairement. Moi, j'ai dit aux Congolais, ne suivez pas ces gens-là. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. On avait amené qui? Le président Félix Tshisekedi. Il est allé aux États-Unis et au finish, il a fini sa tournée devant la tombe du défunt père de l'ambassadeur. C'est tout ce que vous aviez retenu. Mais justement, l'ambassadeur s'était permis de faire ça parce que, jusqu'au point d'ailleurs où nous avons vu les photos à l'est de la République, pendant qu'il y avait insécurité, l'ambassadeur américain s'assoit par terre avec nos officiers supérieurs. Donc, parce que selon nous, notre solution, nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. Il faut un ambassadeur, il faut Donald Trump. Nous devons... Mais ces polémiques-là sont quand même sont stériles. Ravivées par les acteurs politiques eux-mêmes. Parce qu'ils estiment que quand ils collaborent avec les grandes puissances occidentales, ils ont la possibilité de venir au pouvoir. Monsieur Ambras, je n'ai pas le droit de vous poser la question. Mais si vous pouvez avoir le courage de répondre, faire plaisir aux téléspectateurs, vous pensez vraiment la solution du Congo va venir des États-Unis? Répondez-y vous-même. La solution du Congo ne peut pas venir de l'extérieur. Tous ces pays que vous voyez là sont là pour exploiter illégalement le Congo. Ils sont là chaque jour en train de... Mais comment faire pour ne pas leur donner la possibilité la mentalité, de se comporter de la manière dont ils le font? Mentalité des Congolais eux-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes la cause de cet assujettissement international. Okay. Nous acceptons tout. Nous croyons que nous sommes moins importants qu'eux. Nous croyons que nous ne pouvons rien sans eux. Alors qu'eux-mêmes savent, eux ne peuvent pas exister sans ces pays. Donc c'est un patron qui pense être esclave de son travail. Oui, mais dans le cas de la mondialisation, par exemple, lorsque vous regardez le Congo qui est agressé par un pays voisin, ce pays est partenaire des États-Unis. Le Congo aussi est partenaire des États-Unis. Oui, justement. Mais dans le cadre de ce soutien extérieur dont on a besoin, dont chaque pays a besoin, on peut quand même attendre qu'il y ait
un certain soutien de la part des États-Unis, une puissance qu'on reconnaît quand même. Je vais vous dire, M. Ambroise, aujourd'hui... Pour qu'on dise au Rwanda qu'on sanctionne le Rwanda, ainsi de suite. Et par rapport à ça, est-ce que c'est mauvais de s'attendre à une solidarité internationale? Je vais vous dire aujourd'hui, M. Ambroise, en vous regardant droit aux yeux. Pensez que la solution de notre pays passera par des sanctions américaines. Ils ne vont jamais le faire. Kagame n'est qu'une marionnette utilisée par le même puissance. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans, on attend ces sanctions contre Kagame. Pourquoi ça tarde à venir? Ok. Pourquoi ça tarde à venir? Ils ont choisi... Ils ont choisi la voie d'inégalité, mais en complicité avec plusieurs Congolais. Ouais. Avec plusieurs Congolais. Je vais vous dire, aucun site minier au Congo est sécurisé par les étrangers. Aucun site minier Congo. Mais qui fait transiter le minerai congolais par le Rwanda? C'est le pays de transit. L'autre question que la communauté internationale ne va jamais traiter, c'est la question Banyamulenge. Ils ne sont pas congolais. Parce que le Congo a été créé par des tribus, ethnies et clans. Et même disent être une communauté. Donc, d'une manière originaire, ils ne sont pas congolais. Mais mondialisation exige, nous acceptons. Ces gens gèrent avec nous. Le ministre des ITP, c'est un Banyamulenge Guissao. Les dernières ordonnances nommées au sein de l'armée, il y a plusieurs Banyamulenge nommés. Donc, nous co-gérons la République avec eux. Pourquoi ils laissent Kagame prendre prétexte de les protéger? Parce que le problème de Kagame, c'est le FDLR et la minorité Tutsi. Or que cette minorité se trouve dans les institutions de la République, au niveau provincial comme au niveau national. Mais pourquoi cette communauté est incapable de dire à Kagame, messieurs, ici nous sommes à l'aise, d'ailleurs nous gérons la République avec les Congolais, arrêtez de commettre vos crimes derrière notre communauté. Pourquoi sont-ils incapables? Donc tout ça c'est monté, c'est fait adresser par la même communauté internationale. Un complot international? International. Le Congo est victime d'une double... Alors, mais les Congolais qui sont... parce que vous avez dit qu'il y a la complicité des Congolais. Oui. Et ces Congolais-là, pourquoi ils ont choisi cette voie? Je ne sais pas répondre à cette question, mais c'est de la malhonnêteté. C'est de la mauvaise foi. Le Congo est victime de ses propres enfants. Parce que depuis que cette question de l'Est a commencé depuis plus de 3 décennies déjà, à la tête des rébellions qui déstabilisent la République, il n'y a que des Congolais. Aucun Rwandais a déjà conduit une rébellion officiellement. Oh, il y avait quand même les Laurent Kunda. Ils sont là. Mais à la tête, vous allez trouver Mwamba Diawamba, Zaïdi Ngoma. Il y avait des Ougandais. Mais à la tête, vous allez trouver les Olivier Kamitatou, les Jean-Pierre Bemba. Donc ce sont des Congolais, nous-mêmes, ce sont nous-mêmes Congolais, qui se font marionnettes de la communauté internationale contre notre propre pays. Et après, nous revenons pour décrier ou critiquer la même communauté internationale. Donc, la solution, c'est entre nos mains. Si nous imposons respect, dignité, même les États-Unis. Pourquoi les États-Unis respectent l'Afrique, les Sud-Africains, le Sénégalais? Parce que ces gens ont réussi quand même, dans la douleur, à imposer le respect et dignité. Nous sommes incapables. Des dirigeants au dernier des Congolais, nous sommes incapables. Oui, mais... Je regrette d'ailleurs, je suis tenté de dire que Lumumba était assassiné pour des idiots. Excusez-moi, c'est dire, mais c'est la vérité. Pourquoi Lumumba a été assassiné pour des idiots? Je n'ai jamais vu. Des idiots qui sont restés. Qui c'est qui sont? Nous qui sommes restés. Oui. Je ne peux pas comprendre un peuple qui accepte de tuer ses propres compatriotes parce qu'on lui a promis une mine d'or. Et qu'on n'a pas donné. Qu'on n'a pas donné, on dit non. Il faut d'abord faire la guerre,
Tu enterres tes frères vivants, vous brûlez des villages parce qu'on t'a promis quelque chose qui peut ou pas se réaliser. Bien évidemment, on ne va pas citer les noms, mais on a vu quand même des jeunes d'un parti politique, le PPRD, adhérer à l'AFC, par exemple. Non, ça pas seulement du PPRD. Il y a aussi quelqu'un du MLC. Oui, il y a eu des gens de l'UDPS, Wakanja, de l'UDPS. Il y a plusieurs personnes. Mais la question, pour quelle fin? Est-ce que pour diriger, il faut tuer? Alors, comment obtenir une cohésion nationale? Parce qu'on en a besoin. La RDC a besoin de la cohésion nationale pour arriver à imposer le respect. La cohésion nationale, c'est un état d'esprit d'abord. C'est que ceux qui nous dirigent doivent changer leur manière de voir les choses. Parfois, quelqu'un quitte Kinshasa, rejoint Nanga, simplement parce qu'il a été maltraité. Les gens quittent le pays, par exemple, Franck Dion, un candidat président, malmené par une milice d'un parti politique, la Front du Progrès, filmant un candidat président, lui demandant de présenter ses esquisses au président de la République. C'est humiliant pour un père de famille, pour un leader. Est-ce qu'il a la même mentalité que vous et moi? Il peut décider, bon, moi, je rejoins Nanga. Parce que cette humiliation, ça ne peut pas continuer. Donc, déjà, ceux qui sont au pouvoir, ils sont obligés de changer leur manière de voir les choses. Ils sont obligés de respecter chaque Congolais et accepter l'opinion de l'autre camp. La violence, les intimidations, ce sont ces genres de pratiques qui sont à la base de notre descente aux affaires. Or, le pouvoir est éphémère. Tu sais qu'il finira par passer. Mais est-ce que devons-nous avoir à chaque fois un pouvoir? Aujourd'hui, les gens du PPRD fuient le Congo, parce qu'ils n'ont pas exil, sous prétexte qu'il y a règlement des comptes. Mais demain, si quelqu'un remplace encore Tshisekedi, il faut encore règlement des comptes. Quand est-ce que nous allons penser reconstruction et développement? Quand? Tout le monde devrait être interpellé. Alors, on va terminer, il ne reste que trop peu de minutes, par cette question du remariage. Kabila, Katumbi, on les a vus à Addis Abeba autour d'une table et ils ont pondu un communiqué pour dire non au changement de la Constitution, ni à la révision, ni au changement de la Constitution, mais on leur reproche de n'avoir rien dit par rapport à la guerre. Bon, par rapport à la guerre, moi j'ai vu Kabila par ses services condamnés, j'ai vu Katumbi condamné même dans plusieurs interviews, mais est-ce que c'est important? Il y a des canaux de condamnation, il y a la diplomatie, il y a des canaux de sanctions, il y a l'armée. La question que nous devons poser à ceux qui nous dirigent, combien ils le mettent comme en termes de finances pour nos militaires. Oui, mais ça c'est bon, mais quand eux ils se retrouvent, ils font un communiqué, on devrait quand même sentir qu'il y a quand même une partie importante. Ils ont consacré à cette question de regretté, ils ont condamné mais regretté la manière dont la gouvernance, la politique mise en place dans la gestion de ces conflits. Ça pose problème. Ça pose problème. Et quand vous les voyez ensemble désormais, qui s'étaient séparés il y a longtemps, mais en politique, est-ce que vous estimez que les mobiles pour lesquels ils se remarient est fondé? Est fondé. Okay. Parce qu'ici, il y a une tentative d'un coup d'État constitutionnel. Déjà, je l'ai dit, le président de la République actuelle est illégal. C'est un président illégal. Lequel? Félix Tshisekedi. Il est illégal. Il a prêté serment devant 3 juges sans qualité. Parce que le tirage au sort à la Cour constitutionnelle devait être organisé au mois de juillet 2023. Le tirage qui est en train d'être organisé en 2025 devait être organisé en 2023. Et que ce n'était pas fait, le président a prêté serment devant une Cour constitutionnelle sans qualité. Donc il est illégal. J'ai posé la question aux juristes, quelle est la légalité d'un serment reçu par des gens sans qualité? Mais de l'autre côté, on aurait dû faire quoi selon vous? Il fallait d'abord organiser le tirage au sort, remettre la Cour dans la légalité. Et pendant ce temps, ne pas prêter serment pour une élection déjà organisée, une élection remportée. Mais c'est Ambroise, c'était depuis le mois de juillet 2023. Nous avons eu les élections au mois de décembre. Nous avons connu les élections. Bon, entre guillemets, élection, c'était un coup d'état électoral au mois de décembre. Mais le tirage au sort devait être organisé au mois de juillet.
Donc le président est illégal. Deuxième élément, dans son illégalité, il a encore tenté de faire un coup d'État constitutionnel. Parce que vous pouvez poser la question à tout juriste. Et ici, je prends un membre de l'Union sacrée, professeur Daniel Mbao. La Constitution ne prévoit pas sa déchéance. Sa révision, oui. La révision, oui. Parce que l'article 218 est clair. Le prof Mbata a aussi dit qu'il n'existe pas une révision totale. Dans le monde, ça n'existera jamais. Il y aura toujours 2 ou 3 articles de l'ancienne Constitution qu'on va retrouver dans la nouvelle. Personne est contre la révision parce qu'elle est constitutionnelle. S'opposer à la révision constitutionnelle et c'est dire protéger la Constitution, c'est vraiment le contraire. C'est très contraste. Mais, quand est-ce qu'il faut réviser la Constitution? La Constitution elle-même donne des explications. Non pendant la guerre, ni pendant l'état de siège. Est-ce que nous ne sommes pas en guerre? L'état de siège peut être élevé. Mais l'état de siège est une conséquence d'une situation, de la guerre. Est-ce que si on levait l'état de siège, le Rwanda, les Nanga vont se retirer? On veut une réponse. Donc, mais changer la Constitution, c'est un coup d'État. Alors, tu sais qu'il est illégal, mais il veut changer la Constitution dans son illégalité. Il veut organiser encore un coup d'État. Est-ce que si Kabila Katumbi, ce sont des leaders politiques ici, ils se mettent ensemble pour contrer ces coups d'État, ce n'est pas sauver la République? Et d'ailleurs, pourquoi ça doit faire débat? Quelle est la loi qui interdit aux Congolais de se rencontrer? Bon, ça fait débat parce qu'on remarque qu'ils étaient. Ça fait débat parce qu'ils font peur. Ah, parce qu'ils font peur. Parce qu'ils font peur. Vous allez. Moi d'ailleurs, j'avais demandé à Katumbi et Kabila de ne plus avoir de cellules de communication. Parce qu'ils ont une cellule de communication autoproclamée, l'Union sacrée. Vous n'allez jamais voir de l'autorité morale de l'Union sacrée. Au dernier de l'Union sacrée, ils communiquent. Être face aux caméras sans parler de Katumbi et Kabila. Donc, j'étais même tenté de considérer Tshisekedi comme le secrétaire national en charge des communications du FCC ou de l'Ensemble pour la République. Mais la loi portant statut des anciens présidents de la République élus enjoint au président Kabila le droit de réserve. Le droit de réserve sur les affaires de l'État secret. Il faut lire l'article 5. Ce qu'il a connu, les secrets d'État, il doit mourir avec ça. C'est ça l'esprit de l'article 5. Il est politique. Un politicien, s'il parle pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à faire? La loi impose aux anciens chefs d'État élus le devoir de garder secret des affaires, des secrets d'État. Donc, ce que Kabila a connu, qui peut toucher à la vie de la République, il doit mourir avec ça. On n'a pas dit à Kabila de ne pas parler politique. Mais en se lançant dans la politique, sachant comment, connaissant les secrets de l'État, il se lance dans une voie qu'il connaît bien. Je sais qu'il est mature, il a de l'expérience, il est sage, il a géré le pays pendant 18 ans. D'ailleurs, c'est sous son régime que cette loi a été mise en place, donc il saura le respecter. Nous avons fini pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin, c'est qu'aux Congolais de cesser de rêver que notre salut viendra des États-Unis, de la France. Alors qu'on ne peut pas demander à la malaria de s'auto-chasser. Ah, ok. La malaria, ce sont les États-Unis. Ce sont eux qui nous font la guerre par le Rwanda. Ils ne peuvent pas s'auto-chasser. Ce sont eux qui pillent nos richesses. Ce sont des pays les plus industrialisés. Alors, vous leur demandez de trouver une solution, donc vous leur demandez de cesser de produire, de fermer leurs entreprises. Il faut donc une puissance de feu. Il faut les affronter. Il faut un soulèvement populaire. Nous devons imposer le respect. Si nous n'imposons pas le respect, il nous faut décourager tel que Lumumba, Mouzé, à la manière d'Ibrahim Traoré. Tout le monde pensait que tout de suite Ibrahim Traoré sera tué, allait être tué. Mais il est vivant. Assimi Goïta est vivant.
nous devons jouir de Merci. notre souveraineté et nous allons imposer ces respects. Merci beaucoup, Monsieur Merlin. Vous nous rappelons que vous êtes coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Révolutionnaires. Congolais. Vous révolutionnez les Congolais. Mais c'est ce que je dis. Nous devons nous révolutionner face aux complices intérieurs, à l'interne et aux ennemis de l'extérieur. Merci. Merci, dames et messieurs. C'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je pense que vous avez aimé. Hein? On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir.